Dès les années 2000, le réchauffement climatique et l'impact environnemental de nos industries s'imposent comme le problème majeur de notre siècle. Les nations se lancent alors dans une course contre la montre pour préserver notre environnement, des solutions sont présentées et de nouvelles décisions juridiques sont prises. C'est ainsi que le 30 octobre 2018, un type d'insecticide jugé dangereux pour l'environnement et la santé, connu sous le nom de néocotinoïdes, est interdit d'utilisation sur le territoire français par la loi Egalim. C'est un réel coup dur pour les agriculteurs, et spécifiquement les betteraviers qui ne peuvent plus garantir leur rendement en betteraves sucrières lors des moments de crise. C'est d'ailleurs ce qui arrive en 2020 et 2021, où, sous la pression de l'urgence de la situation, des dérogations pour l'utilisation de ces produits sont données aux agriculteurs afin d'essayer de sauver les 5 millions de tonnes de production annuelle de sucre français. Plus récemment, en 2025, en raison de ces différents enjeux auxquels se confronte le monde agricole conventionnel et aux différentes restrictions environnementales, éthiques et pour la santé, une loi portée par Franck Ménonville et Laurent Duplon, un syndicaliste agricole, est présentée sous le nom de loi Duplon. Elle se veut lever les contraintes imposées aux agriculteurs et finit même par être adoptée par l'Assemblée nationale le 8 juillet 2025. Cette loi prévoit 3 grands points. Affaiblir la police de l'environnement et limiter des contrôles stricts sur l'impact environnemental des entreprises comportant un élevage de 3000 cochons et 85 000 poulets. Supprimer la séparation en 2 organismes différents pour la vente et le conseil agricole, séparation qui avait été instaurée afin de limiter la vente de produits phytopharmaceutiques, plus couramment appelés pesticides, dangereux pour l'environnement. Et enfin, la réautorisation dérogatoire de certains néonicotinoïdes, pourtant interdits il y a plusieurs années. Ce dernier point ne passa pas inaperçu et fit débat au sein de la France. Finalement, suite à de nombreuses critiques sur l'utilisation de pesticides allant à l'encontre de nos progrès sur l'environnement et la santé, ainsi qu'une pétition signée par 2 millions de signataires, cette loi se verra censurée de son article sur la réintroduction des pesticides le 7 août et finira promulguée, et donc applicable, le 11 août 2025, sans permettre aux néonicotinoïdes de faire leur grand retour. Vous vous demandez alors sûrement ce que sont les néonicotinoïdes et pourquoi sont-ils, eux, qualifiés de problématiques alors que l'utilisation de pesticides n'est pas quelque chose de nouveau. Pour comprendre un peu l'introduction de cet insecticide dans le monde agricole, il faut remonter à sa découverte en 1985 par Shinzo Kagabu. À cette époque, les questions d'impact sur la santé ne se posaient pas, ou très peu, et encore moins quand il s'agissait de l'écologie. Les rendements agricoles étaient menacés par différents facteurs. Mauvaises herbes, mais aussi des parasites, les pucerons porteurs d'une maladie virale, la jaunisse. Il était à cette époque connu que la nicotine affectait les plantes en les rendant résistantes à tout type de parasites. Toutefois, elles étaient loin d'être efficaces et ne ciblaient pas seulement les insectes parasites, mais bien toute la faune autour. Shinzo se lança alors dans la quête de trouver un analogue à la nicotine. Un analogue, c'est une molécule similaire à une autre molécule, mais à laquelle on aurait remplacé certains de ses groupes d'atomes dans le but de modifier certaines de ses propriétés. Dans cette optique, il finit par créer l'imidaclopride, un néonicotinoïde très efficace contre les insectes. Tout comme la nicotine, il s'attaque au système neurologique de sa victime. En temps normal, pour qu'une information comme un mouvement ou une réaction moléculaire soit déclenchée par le cerveau, ce qu'on pourrait appeler un courant électrique circule dans nos neurones pour propager cette information. Toutefois, pour continuer son chemin de neurone en neurone, comme le signal électrique ne peut pas circuler dans cet espacement vide entre 2 neurones que l'on appelle une fente synaptique, il est remplacé par un signal dit chimique. Des molécules neurotransmettrices appelées acétylcholine sont libérées par le neurone transmetteur, puis se fixent sur des récepteurs à la membrane du second neurone, qui générera et transmettra à son tour un signal électrique jusqu'au prochain neurone où le muscle a contracté. Une fois l'acétylcholine ayant rempli son rôle, elle est dégradée par une enzyme la reconnaissant afin de permettre une nouvelle transmission d'informations. Mais chez l'insecte, c'est différent. Il y a un autre type de molécule qui reconnaît ces récepteurs à l'acétylcholine, les néonicotinoïdes. Une fois entrée dans l'organisme du parasite, elle se fixe sur ces récepteurs acétylcholiques, empêchant l'accès du site aux molécules de l'acétylcholine, bloquant ainsi la transmission d'un signal électrique entre 2 neurones. En plus de ça, ces molécules ne peuvent pas être dégradées par l'enzyme qui ne les reconnaît pas comme de l'acétylcholine. Elle bloque alors la chaîne de signal électrique entre 2 neurones et empêche ainsi la contraction des muscles, provoquant paralysie, désorientation et asphyxie de l'insecte jusqu'à sa mort. Ce nouveau type de molécule était donc la solution à ce type de parasite provoquant des pertes immenses dans les productions agricoles. Un simple enrobage des semences ou pulvérisation directement sur les feuilles imprègne les toxines dans les plantes et tue presque tous les parasites essayant de s'attaquer à celles-ci. Il a donc très vite séduit ses utilisateurs dès sa commercialisation en 1991, jusqu'à aujourd'hui où il représente 1/4 des pesticides utilisés dans le monde, diminuant drastiquement les coûts d'entretien des cultures pour un meilleur rendement.
Si on entend beaucoup parler de betteraves sucrières aujourd'hui quand on parle de néonicotinoïdes, c'est parce qu'elles sont grandement touchées par cette maladie virale transmise par les pucerons et sont ainsi un très grand consommateur de ce genre de pesticides. Au total, c'est 77% des betteraves françaises qui servent à faire du sucre et qui représentent 90% du sucre utilisé en France. Leur perte serait alors un vrai bouleversement dans l'économie française et sur nos rayons de supermarché. Toutefois, bien qu'une étude sur les mécanismes d'action sélective des néonicotinoïdes nous rassure sur la faible toxicité pour les mammifères de ces pesticides, il n'y a pas que les pucerons qui sont attaqués par cette molécule, et cette toxine se retrouve également dans le nectar des fleurs que les insectes pollinisateurs, comme les abeilles, convoitent. C'est ainsi que jusqu'à 30% des ruches finissent par ne pas survivre à la période hivernale, contre 5% en temps normal. Les bourdons finissent également décimés de moitié, et les toxines ne s'arrêtent pas qu'à la surface. Elles contaminent les eaux et les insectes aquatiques, réduisant leur population de 50% et par le même chemin réduit les ressources alimentaires des oiseaux insectivores ne pouvant plus subvenir à leurs besoins. Pour contrer ce phénomène, il existe bien évidemment d'autres pesticides non néonicotinoïdes très efficaces contre les pucerons, comme l'a démontré une étude en 2023. Toutefois, cela ne fait que réduire le peu d'impact environnemental observé au lieu de le corriger. Il semblerait que notre mode de fonctionnement actuel, régi par l'industrialisation, le besoin de rendement et la production massive, ne colle pas ou presque plus à nos enjeux écologiques actuels. Cette situation, on se demande si on doit utiliser des pesticides dangereux pour l'environnement, même sur une courte période, afin de produire des quantités de nourriture suffisantes facilement, provoque encore beaucoup de débats actuels. En réalité, ce n'est même pas que cet article de la loi du plomb qui soulève des questions éthiques et environnementales, mais bien sa totalité. Souvenez-vous, afin de lever les contraintes écologiques aux agriculteurs, ce n'est maintenant plus les entreprises comptant 40 000 poulets qui devront être soumises à des contrôles, mais bien celles comptant au minimum 85 000 poulets, dont une grande partie des élevages intensifs qui échapperont désormais aux contrôles environnementaux. Également, une autre partie vise à supprimer la séparation en deux organismes différents du conseil et de la vente des pesticides, ce qui poussera à la vente de produits plus nocifs pour l'environnement et la santé, sans avis neutre non dirigé par le besoin de vendre. Dans un monde qui est aujourd'hui contraint d'évoluer avec ses enjeux actuels, nous ne sommes plus en capacité de négocier sur le maintien de nos pratiques destructrices. Et la question ne serait alors pas de se demander si l'on doit ou non conserver une habitude polluante et nocive pour notre environnement, mais bien de savoir vers quelles alternatives se tourner pour la remplacer. Et ça tombe bien, car des alternatives aux pesticides, il en existe aujourd'hui et encore en cours de développement. On peut bien évidemment commencer par parler du bio, qui, malgré des difficultés et des coûts de main-d'œuvre bien plus élevés, garde une production moyenne de 50 tonnes de betteraves par hectare. Pourtant, ça ne reste pas assez, qui est même presque 2 fois moins que les 80 tonnes par hectare des agriculteurs classiques pour bien moins de coûts, augmentant ainsi drastiquement le coût de l'achat du bio par les consommateurs en grande surface. Des solutions plus abordables sont toutefois en cours d'étude, comme le montre ce rapport scientifique de l'ANSES. Dans les années à suivre, des micro-organismes champignons entomopathogènes pourraient avoir leur place dans nos sols agricoles, ayant un bon score d'efficacité et de praticité de la méthode. On pourrait aussi, d'après cette étude, utiliser des méthodes combinées, qui, à l'inverse d'une solution dite miracle, comme les pesticides, utiliseraient des poudres minérales, des huiles, etc. Il existe une autre solution bien plus efficace, mais encore dans les laboratoires, qui se baserait sur des OGM, des organismes génétiquement modifiés, qui permettrait la création de certaines variétés de betteraves ayant un gène RZ2 fortement actif. RZ2, c'est un gène qui fournit une résistance contre le virus de la jaunisse, ce même virus transporté par les pucerons et qui contamine les productions. Des plantes résistantes à ce virus n'auront donc plus besoin d'être protégées des insectes environnants, et contrairement à de nombreux OGM problématiques, celui-ci n'aurait pas besoin d'antibiotiques associés qui contamineraient également les sols des cultures. Il ne reste alors plus qu'à vérifier la non-toxicité de ce gène pour la santé avant de pouvoir commencer à commercialiser ces nouvelles variétés. Au final, nous avons donc plusieurs solutions à portée de main envisagées pour pouvoir remplir nos rayons de supermarché. Mais peut-être que le problème n'est pas de devoir produire plus, c'est même en réalité complètement l'inverse. Nous produisons trop. Et non pas seulement parce que nous sommes trop nombreux. On sait aujourd'hui que près d'un tiers des denrées alimentaires finissent à la poubelle, forçant les entreprises à produire 150% de ce que nous avons réellement besoin. Si tant de moyens sont développés aujourd'hui afin de satisfaire les ventes, une des solutions pourrait bien être de diminuer la demande en commençant à remettre en question notre façon actuelle de consommer. On vit dans une société qui bouge chaque jour, dont les lois changent à chaque enjeu que l'on doit faire face. La loi du plomb, malgré les valeurs qu'elle porte, ne serait pas un pas en avant, mais un pas en arrière sur des principes qui ne sont plus d'actualité avec nos problématiques actuelles. Nous ne sommes pas aveugles aux conséquences irrémédiables de telles pratiques, et c'est pour ça qu'il existe de nombreux scientifiques se voulant optimistes quant à notre façon de repenser l'agriculture, et des études qui ont pour objectif des solutions. L'interdiction de ces insecticides se veut donc être une bonne chose pour la société, mais le plus important serait désormais de se demander par quoi les remplacer.